Les particularités linguistiques camerounaises feraient une bonne affaire pour une maison d'édition qui s'engagerait à publier un recueil d'expressions du parler camerounais de ces derniers temps. Ce parler qui trouve de plus en plus une voix chez les Camerounais assez inventifs est devenu des experts dans l'art de la ruse avec leur langage qui s'intègre dans leur jargon routinier. Ces joutes oratoires du quotidien entendues dans la rue, les lieux de travail et dans les maisons se classent par registre. Il y en a qui expriment la dérision, la provocation, d'autres les appréciations, les blagues, les mots. M-O-T-S, souvent prononcé pour engendrer des mots M-A-U-X, parce que empreint de négativité. On vous dira par exemple les pleurs du mbolé alors que vous avez un sérieux problème qui vous alarme. Que n'entend-on pas? Je viens en paix alors qu'on vous taquine. J'ai ton macabo pour dire je t'en veux. Je porte mon pantalon, ça te sert pour dire de quoi je me mêle. Dégage ton crédit d'ici. Dégage ta ferraille pour un véhicule qui générait le passage ou simple jalousie. On entend des tonnes, le goût de ça, mettre dans la sauce. J'en fabrique, c'est le lait, des termes qui renvoient à des identifications telles que le 237 pour nommer le Cameroun ou encore le continent, dernière trouvaille qui a fait le tour du monde. C'est une identité lexicale nationale, me diriez-vous, oui, les Camerounais ne tarissent pas de créativité, mais alors que tirons-nous de ce langage qui tend à détourner la jeunesse de la norme, dégradant progressivement leur niveau de langue qui ne renvoie à aucune identité finalement? Que nous apportent ces façons de s'exprimer? Quelles innovations pourrait-on relever de ces joutes verbales dont la croissance et la pénétration inquiètent plutôt? Que les sociologues, les linguistes, les anthropologues nourrissent notre curiosité, n'y a-t-il pas péril en la demeure? Dans ce studio, pour éclairer notre lanterne sur ces faits de société, professeur Armand Lecaille-Somba, merci d'être encore dans ce studio ce jour. Je vous remercie de m'inviter. Quel est le regard que vous jetez sur ce choix de langage qu'adoptent les Camerounais, la jeunesse, principalement aujourd'hui? Alors effectivement, ce sont des manières de parler qui, comme vous l'avez si bien exprimé dans votre chronique, expriment une certaine forme de créativité dans le contexte des interactions, des échanges entre des gens d'une certaine génération, et très souvent ce sont des jeunes gens dans la plupart. Et d'ailleurs, ce langage circule un peu plus, notamment dans des espaces numériques. Et donc, d'un certain point de vue, évidemment, l'on peut regretter, du point de vue d'une certaine perspective. Vous avez évoqué la question de la norme, le déclin aujourd'hui, disons, le nombre de fautes extraordinaires que les jeunes élèves ou les jeunes étudiants font dans leurs copies lorsque nous les corrigeons. Et parlant d'étudiants, professeur, je ne vous coupe pas. Dites-nous, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir un étudiant qui vous parle de cette façon? Et quelle a été votre réaction? Ça, c'est très constant, notamment dans les amphis, dans les groupes, parfois un peu plus restreints. Alors, ça provoque plusieurs types de réactions. À titre personnel, on n'est pas toujours... Enfin, certains sont choqués, d'autres un peu moins, d'autres les reprennent. Parfois, il faut rentrer dans leur registre rhétorique pour essayer de les corriger, attirer leur attention sur le fait que c'est pas la meilleure manière de parler, en faisant la distinction entre le parler de la rue, entre guillemets, et disons le parler plus rigoureux auquel ils seront confrontés. Ça se retrouve dans les copies. Nous voyons toutes sortes de choses dans ces copies lorsque nous corrigeons soit des examens, les NAM, etc. Vraiment des choses incroyables qui, dans une certaine mesure, effectivement, expriment une sorte de recul de la culture générale. Vous devez observer que, alors que à notre époque, nous étudions avec plusieurs dictionnaires, aujourd'hui, le dictionnaire a tendance à disparaître. Personne ne fait plus recours au dictionnaire. Comme les réseaux sociaux et ces outils numériques sont à disposition de nous, c'est avec cela que beaucoup fonctionnent. Pas dans un sens pragmatique, c'est-à-dire pour chercher parfois la manière dont on dit normalement les choses. Mais quand même, je dois ajouter un élément dialectique, sans être spécialiste de sociolinguistique, pour dire que quelque part quand même, beaucoup s'inquiètent d'un certain niveau de violence dans les échanges, notamment dans les réseaux sociaux. On peut émettre l'hypothèse que cette forme de créativité sous la forme de la dérision, même sur des choses les plus graves, je crois a des effets importants de pacification paradoxale. D'apaisement.
d'apaisement, disons des interactions entre les gens, parce que lorsque nous faisons d'autres expériences dans d'autres pays, il n'y a pas d'espace pour ce type de blague. Les échanges sont parfois plus sérieux, c'est plus rigoureux, vous voulez dire qu'on peut en tirer quelque chose? En une certaine mesure, on peut en tirer quelque chose, on peut faire des travaux là-dessus, ça peut être des supports de communication et d'éducation, c'est-à-dire qu'en entrant là-dedans, bien sûr, il s'agit de voir, toujours en fonction des contextes, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui peut permettre qu'on y travaille pour qu'on révèle peut-être le potentiel de tolérance. Vous êtes dans une situation dramatique ou tragique, alors quelqu'un vient avec une formule, une expression, finalement ça dédramatise. Bon, je n'ai rien qui me vient présentement à l'esprit, mais cette idée de venir en paix, alors que vous êtes en train de vous lancer dans une sorte de diatribe, ça a une fonction de désarmement d'abord. On a l'impression qu'on est dans la blague, mais en fait on joue avec tout ça. Tous ces registres, je crois, permettent in fine de jouer quelques fonctions d'apaisement. Alors dites-nous, qu'est-ce que cela apporte intellectuellement et culturellement parlant? Oui, moi je pense qu'il faut mettre au travail des spécialistes de la langue, des sociolinguistes, etc., qui peuvent pouvoir nous dire, parce que le français que nous parlons aujourd'hui est une forme de déformation historique d'une langue qui est sortie depuis la Rome, qui est passée par la Grèce, etc. Et donc chaque fois que quelque chose émerge, ça émerge d'abord sous la forme d'une déviance. Ça peut être une déviance de la langue qui va finir par enrichir les autres. Souvenez-vous qu'au moment où le pidgin commençait à s'exprimer, c'était un scandale pour ceux qui... On a eu cette période-là. Or, le pidgin est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement codifié, qui est devenu une langue véhiculaire que plein de gens parlent. Et d'ailleurs, c'est expressif d'une forme d'identité. C'est-à-dire que si 2 ou 3 Camerounais se croisent sur la place de Paris, se parler peut permettre qu'ils se comprennent sans que leurs interlocuteurs, pourtant francophones, ne soient en mesure de décoder. Professeur, qu'est-ce qui explique ces mutations de la langue dans une société? La langue est un organisme vivant. Un organisme vivant se nourrit en permanence, disons, de son environnement. Un environnement est par définition quelque chose qui change, de nouvelles réalités apparaissent, il faut pouvoir les nommer, leur donner un sens, il faut parfois modifier des formes d'appellation. Le génie humain a tout cela. Ça donne effectivement les différentes formes de parler que vous avez. Les langues elles-mêmes vont continuer d'évoluer avec cette sorte de dialectique entre la norme qui est préservée par les institutions, par les dictionnaires, par d'autres structures, et la langue parfois populaire qui s'exprime dans ces richesses, disons, les plus paradoxales. Sauf qu'on relève une dégradation du langage chez les enfants aujourd'hui, et ça craint, ça fait problème. C'est tout à fait vrai, et donc c'est une plus jeunes les imitent les adolescents. Il faut pouvoir faire l'hypothèse que dans 50 ans, peut-être que le français que nous parlons aujourd'hui, nous serons une extrême minorité à le parler. Donc, il faut savoir être attentif à ça en essayant de bien distinguer ce qui peut être de l'ordre de la tragédie et ce qui peut être de l'ordre de l'utopie, utopie sur laquelle on peut travailler pour faire émerger quelque chose qui puisse continuer à faire en sorte qu'on puisse entendre. On l'a dit à l'entame de la chronique, une maison d'édition pouvait s'engager, peut-être ça apporterait quelque chose, vous pensez? Pas simplement une maison d'édition, mais ça passe d'abord par les bandes dessinées, les petits romans, etc. Exactement. Qui récoltent tout ceci, un dictionnaire des parlers locaux, des choses pareilles. C'est comme ça que l'intelligence investit une manière de parler, parce que lorsque des individus commencent à codifier les manières dont ils permettent de construire leurs différents échanges, leurs interactions, ça veut dire qu'il faut prendre ça au sérieux. Et donc il faut investir de l'intelligence, commencer à produire des petits textes autour de ça pour donner les significations, etc. Et faire diffuser ça par des maisons d'édition, commencer à faire circuler ça dans un certain nombre d'espaces d'éducation. Peut-être que ça peut demain. Est-ce que vous permettez à vos étudiants de vous parler de ces façons-là quand vous êtes dans ce cadre? Alors, disons que dans les amphithéâtres, c'est pas autorisé, c'est très difficile à comprendre parce que d'abord c'est des environnements. Quelle est votre réaction quand ça arrive? C'est pas comme ça qu'on s'exprime, notamment lorsqu'on se retrouve dans ce genre d'espace. Vous pouvez vous exprimer comme ça lorsque vous êtes au quartier, dans la rue, avec vos groupes d'amis. La vérité est qu'ils n'ont plus d'espace, ils s'expriment de cette façon partout et parfois de manière systématique et confondent donc finalement les espaces. Alors qu'on sait que la manière dont je m'exprime ici à la radio, à la CRTV, ce sera pas la même que je vais m'exprimer quand je serai en famille. Donc il y a toujours cette sorte d'éducation pour pouvoir distinguer. Je peux bien m'exprimer en Fufulde ou en pidgin, mais je vais pas le faire de manière systématique. Il y a une langue officielle, il y a une manière de s'exprimer pour que tout le monde puisse pouvoir nous écouter en référence à une certaine norme. Mais maintenant, il y a la dynamique des langues en lien avec les espaces de culture
cultures, les environnements qui se transforment. C'est ça. Ça, on laisse ça aux générations qui viennent, notamment aux chercheurs, pour voir ce que ça peut avoir de positif. Alors, nous allons sortir de cet entretien. S'il vous était donné de dire un mot, une expression de ce que vous entendez des jeunes, ce serait quoi? Moi, je viens toujours en paix. Je suis en présence des jeunes. En tout cas, ils ne nous donnent pas le lait. C'est ça, mais je leur dis, bon, c'est bien beau, nous sommes un continent, mais n'oubliez pas que nous sommes aussi une côte de crevettes, parce que Cameroun vient de crevettes. C'est ça. Alors, un dernier mot à l'endroit de cette jeunesse et de ce parler qui gagne du terrain. Qu'est-ce qu'on retient? Nous ne perdons rien à nous former suivant les exigences de la norme. Ce sont des langues qui sont codifiées, mais cela n'empêche pas que, en fonction des espaces où nous nous trouvons, nous puissions adapter notre parler. Mais il est d'abord essentiel d'apprendre la manière la plus souhaitable possible de s'exprimer. Ça révèle aussi la qualité de notre formation. Donc, il est toujours très important de savoir bien parler la langue qu'on a apprise avant, si l'on le veut, bien, de jouer avec cette langue dans des espaces où la vie parfois nous sollicite. Voilà qui est dit, professeur Aman Lekai Somba. Vous êtes sociologue, chef de département de cette discipline à l'Université de Yaoundé 1. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup.